Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'analyse de l'intérieur du lecteur universel Magnétar UDP 800. Donc nous allons enlever le capot et regarder à l'intérieur comment ce lecteur est construit. Alors déjà, petite remarque, c'est une construction qui est quand même très solide, avec une belle façade, un capot assez épais, même si c'est juste de la tôle, et tout est fixé par des petites vis de type BTR. Et elles sont assez nombreuses. Je vais vous montrer tout ce qu'il a fallu enlever pour défaire le capot. Et là, on va enlever le capot dans sa coulisse. Et on découvre toute l'électronique de ce superbe lecteur. On va continuer en enlevant les différents capots. Alors, je vais commencer par le capot qui cache le drive, donc le lecteur de disque. Alors, beaucoup diront, un capot en métal, ça sert strictement à rien. Ils auraient raison. Sauf que dans le cas présent, on a un lecteur qui est en plastique. Donc quelque part, d'avoir une coque en métal donc, qui fait office de blindage, c'est pas forcément inutile. Parce que normalement, les drives eux-mêmes sont fabriqués avec des encloisonnements en métal. Là, c'est pas le cas. Maintenant, bon, ça ne veut pas dire que le lecteur est de mauvaise qualité, puisque ce qui est important, c'est le moteur, c'est la stabilité, c'est le silence, c'est la performance aussi de l'électronique à l'intérieur, notamment des diodes laser. Et aussi de l'amortissement, la manière dont le lecteur est posé, le drive est posé dans le lecteur. Et là on voit ici qu'on a des ressorts. Voilà, c'est au niveau des fixations de l'ensemble. C'est exactement ce que faisait Oppo à l'époque. Bon, maintenant je vais enlever le cache qui protège l'alimentation à découpage. Donc c'est une sorte de blindage qui peut se justifier ou pas. Tout dépend de ce qui se passe à proximité du lecteur et de la conception de l'alimentation. Normalement, il ne devrait pas y avoir de rayonnement et de toute façon, vu que le drive, lui, est couvert, je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas, c'est sympa de l'avoir fait. Ça permet d'avoir un montage propre. Donc on découvre effectivement une alimentation à découpage qui présente aussi des similitudes de conception par rapport à ce que Oppo pouvait utiliser, c'est-à-dire pas mal de séparation au niveau des régulateurs. Donc il y a plusieurs types de sorties, donc avec des valeurs différentes. Il y a un petit tableau qui est intéressant ici. Je nous mets droit, j'espère que ça ne va pas trop gêner. Voilà, on voit bien. Donc on voit toutes les valeurs de sortie et les valeurs d'entrée. Donc on voit que c'est bien une alimentation universelle. Et tout est repéré au niveau des puissances de sortie, des valeurs d'intensité. Donc là on voit qu'il y a 3 rails en 12 volts et il y a un rail en 5 volts. Il s'agit d'une alimentation à découpage finalement assez traditionnelle parce que bon, il y a une zone de filtrage sur l'arrivée. On a un pont de diode ici. On a donc des régulateurs ici, ici et ici. Et comme le faisait Oppo, a priori tout est séparé pour alimenter les différentes cartes et le drive. Donc si on suit le chemin de câble, donc on voit ici qu'il y a un câble qui va alimenter la carte audio qui aussi prend la sortie analogique et la gestion RS232. Ce câble ici, on retrouve sur la carte principale. Et après d'autres pontages ici qui vont aller au drive. Donc de toute façon il y a plusieurs étages de régulation à différents niveaux. Alors je dois dire que vraiment dans son ensemble ce lecteur est très Oppo-like. Si on enlève les caches, on a vraiment l'impression d'être face à ce qu'auraient pu être les nouveaux Oppo. Je vous propose de s'attarder un petit peu sur la carte audio analogique, enfin la carte audio, puisqu'elle prend en charge aussi les sorties numériques, et le RS232. Alors comme le faisait Oppo, on retrouve en sortie de l'alimentation un autre étage de régulation. Donc, tout est régulé à plusieurs niveaux sur ce lecteur, donc c'est quand même assez bien fait au niveau des alimes. Ici on a les 2 DAC, donc il y a un DAC par canal. Alors je suppose que c'est pour pouvoir travailler en symétrique réelle, et d'après la topologie de ce qu'on voit ici et d'après le nombre des AOP, on est effectivement sur une topologie symétrique. Alors les DAC sont empruntés à Burr Brown, donc c'est du Texas Instruments. Et il s'agit de DAC de type PCM 1795. Ce sont des DAC qui sont uniquement stéréo, capables de décoder du PCM et du DSD, donc ça c'est assez intéressant.
et qui affiche des performances qui sont vraiment très très respectables, avec un rapport signal-bruit et des niveaux dynamiques qui sont très élevés, en tout cas qui vont au-delà des prérogatives nécessaires pour du 24 bits. Donc ça permet d'avoir une très bonne résolution de sortie, en tout cas au niveau déjà du montage électronique. Tout dépendra évidemment de la performance des étages analogiques, mais là aussi la marque a fait bien les choses. En tout cas, dans la topologie qu'on voit là, les choses sont faites d'une manière traditionnelle, mais quand même assez poussée, c'est pas négligé. Et la marque a utilisé de très bons AOP. Alors les AOP qui ont été utilisés sont des Muse de modèle S8920. Sont des AOP qui ont très bonne réputation, surtout dans le monde audiophile. Et ils sont assez nombreux dans ce lecteur. On voit qu'il y en a plusieurs. Ici, 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 ici. Donc d'après moi, les choses ont été faites pour véritablement travailler en symétrique et en asymétrique sur les sorties asymétriques évidemment. Alors cette carte, elle fait d'autres choses. Puisqu'on voit ici un petit contrôleur. Donc c'est certainement le contrôleur du RS232 puisque c'est attenant. La prise RS232 elle est là. Et un autre petit contrôleur ici pour les sorties numériques SPDIF. Puisque là on voit qu'on a la sortie coaxiale et là on a la sortie optique. Donc c'est le petit convertisseur électro-optique donc de la sortie SPDIF optique du lecteur. Et tout ça évidemment ça rappelle vraiment la construction qu'Oppo utilisait à son époque. C'est-à-dire que tout était séparé par des petits composants et tout était très très bien organisé sur les cartes. Et il nous reste à observer la carte principale et son intégration dans le lecteur. C'est la carte sur laquelle va se trouver le SoC, donc le processeur principal, et c'est un Mediatek. C'est un MT8581, comme il y avait sur les Oppo et les derniers lecteurs Pioneer. Donc c'est quand même beaucoup de similitudes, mais ça on le savait déjà, puisque tous ces lecteurs, enfin le Magnétar, ainsi que ses cousins plus ou moins éloignés de chez Block et autres, qui ont été testés aussi sur nos pages HTFR, ont cette similitude, puisqu'ils utilisent des cartes qui sont des clones des lecteurs Oppo ou des lecteurs Pioneer. Et là, en l'occurrence, on est vraiment très très proche de ce que pouvait faire Oppo. Alors ce qu'a fait Magnétar est quand même pas mal, parce qu'il y a un très très gros dissipateur thermique ici, donc qui permet d'avoir aucune convection par ventilateur. Donc toute la dissipation thermique du lecteur se fera de manière passive, donc pas de bruit, ça c'est très bien, mais ça veut dire donc forcément un très gros dissipateur thermique, donc, qui a été fait pour la marque, puisqu'on voit ici qu'il y a le logo Magnétar, qu'on retrouve sur pas mal de pièces d'ailleurs de ce lecteur. Ce qui renforce quand même pas mal le cachet haut de gamme du lecteur, puisqu'il est quand même vendu assez cher, et dans sa définition technique, on va dire qu'il est très complet, et qu'il a des prétentions de lecteur aussi audiophile. Alors cette carte, elle est vraiment très Oppo-like, comme toute la disposition des cartes et la construction technique de ce lecteur. Alors comme chez Oppo, on l'avait vu tout à l'heure, on a pas mal de nappes qui viennent en fait ici directement de l'alimentation et qui redispatchent par la suite ici au drive et ici sur la carte qui se trouve en façade, avec les prises de contrôle sur cette nappe, donc qui viennent forcément de la carte principale et qui vont à la carte en façade, puisque la carte en façade reçoit les instructions de la télécommande et pilote pas mal de fonctions. Ici la nappe qui va faire le joint, enfin la jonction entre la carte principale processeur et la carte audio, sur lequel on a aussi donc les fonctions RS232. Et ça c'était vraiment ce que faisait Oppo à l'époque. Ici que la nappe là qui va au lecteur, et celle-ci aussi, on voit. Et tout ça donc ça c'était ce que faisait Oppo. Alors notamment sur l'arrivée donc de l'alimentation à découpage, pour alimenter la carte principale, on a aussi encore une petite section convertisseur DC-DC de faible valeur, c'est pour ça que c'est tout petit et c'est des tout petits régulateurs de surface, et c'était exactement ce que faisait Oppo. Alors si on se souvient ou si on va regarder dans les archives, on verra que ce composant là par exemple était aussi présent sur les Oppo. Alors, je pense que c'est ce qui permet de piloter le drive. Ça a été vérifié parce qu'on n'est pas électronicien ici, mais bon, en tout cas ça montre que c'est une sorte de relève. Alors comme sur Oppo, tout est séparé. On trouve des contrôleurs qui sont responsables de différentes fonctionnalités. Là, on a le contrôleur qui gère le RJ45 à proximité de l'entrée USB. Ici, on a les contrôleurs, des petits composants donc, qui s'occupent de l'USB. Alors pas de chipset HDMI, puisque c'est la puce NT qui va s'en charger, puisque la puce Mediatek, donc le SoC, c'est un système on chip, est capable de gérer
des entrées HDMI, des sorties HDMI, pas mal de choses en interne, en plus des décodages audio et vidéo. Enfin, d'ailleurs, décodage audio qui avait été customisé pour Oppo à l'époque, justement pour apporter toute une gestion au niveau du DSD. Donc, c'est-à-dire des disques SACD et des lectures de fichiers sur le réseau. Alors, je me suis amusé à chercher les horloges. Alors, j'en ai trouvé une, évidemment, qui est apparente ici, sur la carte principale. Et j'ai cherché sur la carte analogique, en tout cas la carte audio, et je n'en ai pas trouvé. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de démonter la carte pour voir ce qui se trouve dessous, parce qu'il y a peut-être, il y a certainement d'ailleurs des composants. Ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans notre analyse. En tout cas, d'un point de vue purement observation à distance, sans avoir utilisé encore le lecteur et sans avoir fait de mesure, je peux dire que c'est très rassurant, parce qu'en termes de qualité, et en qualité générale et qualité industrielle, et dans la logique de l'agencement des cartes et de leur alimentation, les choses sont vraiment bien faites. On retrouve la qualité qui avait permis à Oppo et Pioneer de se positionner sur l'eau du panier à l'époque, en tout cas des lecteurs universels. Alors voilà, des assemblages de la carte audio faits. Donc il y a pas mal de vis à enlever. Alors j'ai pas pu enlever toutes les nappes parce que Magnetar a bien fait les choses, enfin plus ou moins. C'est contraignant si on veut démonter, mais en tout cas tous les câbles d'alimentation sont sécurisés par une petite colle. Bon, c'est pas de la colle-colle, mais c'est, vous savez, les petits trucs qu'on utilise en électronique pour éviter que les fiches se défassent par accident. Donc comme les alimentations, c'est quand même des éléments qui sont très importants, donc j'ai pas pu enlever cette fiche ici. Donc là, si vous voulez vous amuser à démonter, faites très attention à pas tirer dessus comme un malade, parce que sinon vous allez tout arracher. Donc en fait, il ne faut pas y toucher. Ou alors il faut, quand on sait faire les choses, nettoyer et pouvoir enlever la fiche proprement. Donc du coup, on peut enlever la carte audio pour savoir ce qu'il y a dessous. Et dessous, il n'y a rien de particulier. Alors je pensais trouver encore un peu d'électronique, voire une horloge. Donc il n'y a pas d'horloge. Ça veut dire que l'horloge ZEDAC, soit elle est intégrée, bon, c'est plus ou moins possible, donc il n'y a pas besoin d'horloge particulière. Ou alors tout est géré, et ça ce serait très bien, en amont, par la carte principale. Donc très probablement sous le dissipateur thermique, il y a les horloges, ou en tout cas l'horloge qui correspond à la puce de décodage, donc la Mediatek, à la MT8581. Et la petite horloge qu'on a vue tout à l'heure pourrait éventuellement être l'horloge qui s'occupe de gérer la carte audio. Alors, comme sur la carte audio, évidemment, on a les différentes arrivées de l'alimentation qui sont sur des fiches qui ont été plus ou moins collées, donc on ne va pas les toucher. Ça suffit pour démonter et voir ce qui se passe dessous. Sous la carte principale, là, cette fois-ci, évidemment, il y a quelques petits composants. Alors, je vois pas d'horloge en particulier. Il y a longtemps, il y avait des Oppo, à l'époque du Blu-ray tout simplement, qui avaient des horloges sous cette carte. Voilà, évidemment, il y a quelques composants supplémentaires, notamment un petit peu de régulation, parce que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de trouver ici des composants qui sont attenants, en fait, à la puce Mediatek. C'est normal, puisque sur une face, il n'y a peut-être pas la possibilité de mettre tous les composants. Donc, comme tout est miniaturisé, tout est du CMS, mais évidemment, il y en a des deux côtés de la carte. Bon, ça, c'est tout à fait normal, tout à fait traditionnel, rien d'inquiétant. C'était d'ailleurs ce qu'on avait sur les lecteurs Oppo, hein, pour revenir dessus, je me répète, mais on a vraiment beaucoup de points communs avec ce que faisait jadis la marque qui était devenue presque numéro 1, en tout cas auprès des cinéphiles qui avaient des belles installations. Bon voilà, j'ai réassemblé le Magnetar UDP800 pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc si vous suivez nos vidéos dans l'ordre, vous avez déjà vu l'unboxing. Maintenant donc l'analyse de l'intérieur, moi qui me laisse une très bonne impression, qui me rappelle énormément Oppo. Je l'ai dit, redit, mais effectivement, si vous avez quelques regrets sur la disparition de la marque, en tout cas de prime abord sur la qualité de construction, Magnetar fait exactement ce que faisait Oppo à l'époque. On verra dans les menus et dans les performances du lecteur ce qu'il en est, s'il y a du pareil, s'il y a du mieux, s'il y a du moins bien. Donc la prochaine étape, ce sera l'analyse des menus pour continuer à identifier l'identité de ce lecteur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous sur nos pages magazines
où il y aura un test écrit complet et récapitulatif de ce lecteur Magnétar UDP800. Et sur nos pages forum, vous pouvez échanger les avis sur ce lecteur et sur plein d'autres thèmes. Merci, à bientôt. I'm not a stranger to excuses.